Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie. Nous allons nous intéresser ce soir à un secteur stratégique. Il s'agit du secteur de la pêche et des ressources halieutiques, un secteur auquel accorde le président de la République un grand intérêt, notamment en matière de relance de l'industrialisation du secteur. On parle de l'industrie navale, on parle également d'augmentation de la ressource. Et qui mieux pour en parler que le ministre en charge du secteur, Monsieur Sidi Ahmed Farouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, donc nous allons parler de votre secteur, mais avant, j'aimerais bien revenir avec vous sur le travail que vous faites au sein d'une commission qui est chargée un peu de débureaucratiser l'acte d'investir, et je pense qu'il y a du nouveau. Oui, je pense que nous travaillons dans ce cadre depuis déjà plus de 4 mois. C'est un travail qui vient à la suite de la conférence sur la relance économique présidée par M. le Président de la République, et il y avait un certain nombre d'ateliers communs, copartagés avec les opérateurs sur justement cette question de relance économique et du développement de l'ensemble des secteurs. Un certain nombre de recommandations, bien sûr, avaient été émises, et il s'agissait surtout, après les orientations de M. le Président de la République, de les mettre, je dirais, de manière opérationnelle et qu'ils soient ressentis par à la fois les opérateurs, mais aussi le citoyen de manière générale. Donc pour cela, il y a eu bien sûr des commissions qui ont travaillé par domaine économique, donc l'agriculture, l'industrie, tout un ensemble de domaines qui sont au cœur de l'économie. Mais il y a eu cette commission qui a travaillé de manière transversale en recherchant à accélérer ou à aborder des questions qui pouvaient venir compléter tout l'effort que faisaient les secteurs donc, en charge. Et là, il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont commencé à être mises en place par les différents secteurs à la suite un peu de ce travail. Donc, notamment autour de tout ce qui est facilitation administrative, tout ce qui est... il y a eu les efforts du ministère de la Justice autour du certificat de nationalité. Il y a eu le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur sur... on peut retirer maintenant les documents d'état civil, qui sont souvent des documents qui sont demandés de manière régulière et redondante dans tous les dossiers du citoyen ou des dossiers qui concernent des agréments d'activités. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées et réalisées autour de la numérisation dans le secteur de l'énergie, des cellules de facilitation. Mais voilà, tout ça n'est pas suffisant en soi. Donc c'est pour ça que nous continuons à travailler sur 10 grands chantiers qui vont très vite aussi venir appuyer l'ensemble de ces efforts, notamment autour d'une loi qui va peut-être venir simplifier l'ensemble des dispositifs, autour aussi cette question du guichet unique qui est très important et sur lequel insiste beaucoup. Très attendu par les opérateurs économiques. Voilà, très attendu par les opérateurs. Aussi l'évaluation est un élément clé, parce que c'est par accumulation et par amélioration successive qu'on arrive à alléger de manière permanente et à mesurer bien sûr ces facilitations et surtout veiller à ce qu'elles soient effectives au niveau du terrain. Il y a ce qui peut se faire rapidement, mais aussi d'autres aspects liés à la bureaucratie qui requièrent une intervention un peu... qui prendra du temps. Par exemple, changement de loi, changement de texte. Oui, parce qu'il y a une dimension qu'on peut appeler de la bureaucratie encastrée. D'accord. Ça veut dire nous avons peut-être, dans certains cas, dans les lois, intégré des espèces de procédures qui, à ce moment-là, aujourd'hui, où nous avons besoin de libérer les opérateurs, on a besoin que plutôt le marché fonctionne que l'investissement au sens... essentiellement financé que par des sources publiques. Nous avons besoin d'alléger l'ensemble de ces dispositifs, et c'est le travail actuel qui est fait, plus d'autres sujets qui sont tout à fait importants. Il faut changer les comportements, former, aller sur du management public, voir dans des gisements nouveaux qui sont même cités dans la nouvelle Constitution,
comme la déconcentration, la décentralisation. La numérisation. Voilà, il faut une transformation radicale, mais qui est menée de manière, je dirais, raisonnée, progressive et qui permet... De ce travail transversal que vous menez au sein du C'est un peu ce travail transversal qu'on appuie, qu'on est en appui avec... La numérisation est un chantier très important que mène mon collègue sur la numérisation, parce que souvent... Aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que nous pouvons gagner beaucoup de temps si tous les systèmes étaient... il y avait une interopérabilité des systèmes de numérisation. Donc, beaucoup de secteurs ont numérisé leur secteur, mais souvent, l'opérateur économique, lui, il est dans un cycle de vie. L'entreprise, on la mature, on la crée, et après, elle a un cycle de vie, ça veut dire qu'elle va vers développer son activité, même parfois elle meurt. Ça veut dire qu'il y a un cycle de vie de l'entreprise. Et souvent, il y a des carrefours. Par exemple, le registre commerce est un carrefour où va se rencontrer plusieurs types d'administration, plusieurs types de demandes administratives. Donc, l'interopérabilité de l'ensemble des administrations qui interviennent, comme les impôts, la sécurité sociale, qui ont fait beaucoup d'efforts, le commerce, fait que si on arrive à ce que tout ça soit interopérable, ce n'est pas l'opérateur qui va aller lui faire la chaîne de l'ensemble des intervenants, mais c'est plutôt la numérisation qui va permettre de créer ces liens directs et l'opérateur, lui, il va avoir affaire à un seul guichet. Le fameux guichet... oui, le fameux guichet unique, que ce soit dans la création de l'entreprise et même à l'amont, un guichet unique qui pourrait être celui de l'investissement. Donc, qui permettrait d'orienter, d'avoir toutes les autorisations nécessaires, justement à travers ces nouvelles procédures, ces nouveaux dispositifs. On les voit, les résultats de ce travail sur le terrain, déjà, ils sont déjà palpables? Ils sont palpables, mais il y a encore un travail de communication à faire, parce que parfois, ils ne sont pas suffisamment communiqués, ils ne sont pas suffisamment... Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, par exemple, pour le permis de construire, elles sont récentes. Il y a un décret qui est passé il y a quelques semaines qui enlève l'a priori de l'agrément ou des activités réglementées pour s'inscrire au registre de commerce. Mais voilà, il faut continuer à faire ces efforts, il faut continuer à les mettre en place essentiellement sur le plan opérationnel. Hein. Il faut qu'ils soient permanents. Justement. Ça veut dire un effort de continuité. Est-ce que cette approche multisectorielle, où tous les secteurs travaillent au même temps, va s'inscrire dans la durée au sein du gouvernement? C'est ce qu'on voudrait, parce que nous, dans une activité comme l'industrie navale, on ne peut pas la penser que dans un écosystème sectoriel. Ce n'est pas possible. Elle va appeler une demande de foncier, elle va appeler un cahier des charges qui est régi par un secteur, elle va appeler un registre de commerce pour pouvoir mettre en place l'entreprise. Donc nous avons tous intérêt à ce que tout cet environnement soit fluide, qu'il soit cohérent et qu'il soit le moins lourd possible, surtout que nous sortons de cette période un peu difficile du Covid-19 où les activités ont été difficilement menées par les différents acteurs. Hein. Très bien, donc on va parler maintenant de votre secteur, hein, secteur de la pêche. Alors on disait à l'instant, vous êtes à la tête d'un secteur stratégique et parmi les principaux chantiers dont vous avez la charge, c'est l'installation et la mise en place de nouvelles capacités de construction navale. Et avant de parler de ce qui se passe un peu sur le terrain, on a envie de savoir qu'est-ce qui existe déjà en matière de construction ou de réparation navale. Alors ça, on a fait un travail de fond depuis juin. Hein. On a fait un diagnostic relativement assez fouillé avec les opérateurs et avec les secteurs. Nous avons un noyau. Nous avons un noyau qui est là avec une quarantaine de chantiers privés entre petits, moyens et grands. Après, les tailles, on peut discuter de ce qu'on peut considérer comme un petit chantier ou un chantier moyen ou grand chantier. C'est souvent des chantiers qui ont été mobilisés dans la fabrication de petits navires, soit des sardiniers, des petits métiers, au cours de ces 20 dernières années. Il faut savoir que pratiquement depuis déjà
plus d'une quinzaine d'années, on n'importe plus ce type de flottille. Toute la petite flottille, y compris la petite flottille de plaisance. Donc elle est, pour une partie, en tout cas pour la pêche, elle est fabriquée ici. Donc c'est des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 14 mètres, 16 mètres, avec des spécialisations un peu différentes. Un peu moins sur les chalutiers, donc qui restent encore plutôt liés à une importation. Donc voilà, il y a ces 40 chantiers qui ont travaillé dans les programmes connus d'accompagnement de l'emploi, comme l'ANSEJ, comme voilà, ça leur a servi bien sûr de cadre de travail. Il y a quelques grands opérateurs, je dirais publics, qui ont des grandes infrastructures dans les ports, à l'image un peu de l'Erenav, qui est plutôt dans la maintenance et la réparation, mais qui voudraient aller vers aussi se diversifier, aller vers la construction navale. Il y a le CRN, qui est un établissement militaire, qui lui a des grands moyens et qui a un grand potentiel en termes d'engineering, en termes aussi d'expérience. Et il y a aussi une société franco-algérienne qui est l'Ecorep. C'est une société mixte qui avait été montée avec Pirio et qui, elle aussi, a des moyens du côté de Bouharoun. Donc, des moyens et un investissement assez important. Voilà, donc les productions sont insuffisantes. Attendez, il n'y a pas que ces insuffisances, il faut déjà reconnaître qu'ils sont là, qu'ils ont essayé de faire des choses, mais ils ont aussi un environnement, qui est un environnement de gens qui produisent des résines, de gens qui produisent de la peinture, parce qu'un bateau, c'est une intégration de plusieurs composants. Hein. Donc voilà, donc il y a une espèce d'amont, avec de la fabrication de pièces hydrauliques ou de pièces qui sont usables dans les bateaux. Donc c'est aussi des opérateurs qui usinent à la commande de ces pièces. C'est tout cet écosystème qui aujourd'hui est concerné. D'accord. Et concerné par cette mise à niveau, avant de parler d'augmentation de capacité de production? Ah oui, là on ne part pas de zéro. Ça veut dire on se pose la question. Aujourd'hui, cette petite industrie sait faire des choses, mais il reste que c'est avant tout sur des produits comme le bois et le polyester. On fait peu de choses sur l'acier, ça veut dire pratiquement pas, sauf plutôt les chantiers navals publics. Et on fait peu de choses quand ça dépasse 24 mètres, donc des bateaux qui vont aller vers la pêche au large ou qui vont aller vers les grandes zones de pêche. Même s'il y a des chantiers privés qui actuellement fabriquent des bateaux à 35 mètres en polyester, notamment à Boumerdes et à Tlemcen. Donc là, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'ils le font avec, bien sûr, peut-être pas des technologies très moderne, mais voilà, ils le réalisent et c'est un potentiel et il y a des opportunités pour développer demain l'ensemble des segments et peut-être travailler non pas que pour la pêche, parce que l'industrie navale peut travailler pour la pêche, en construction, en réparation, en maintenance, parce qu'il y a une flottille qui existe. Elle va être réhabilitée, il y a une flottille qui demande une maintenance permanente, il y a à peu près plus de 5800 bateaux que pour la pêche. Il y a aussi une flottille de plaisance, une petite flottille. Donc voilà, elle exige de la maintenance, de la réparation, de l'extension. Mais il y a aussi cette possibilité de développer une nouvelle flottille pour la pêche. Mais voilà, les experts de l'industrie navale disent que quand on peut aller à 50, 60, 70 mètres, 80 mètres en termes de construction, que ce soit un bateau de pêche ou que ce soit un bateau plutôt qui est piloté dans un port, c'est à peu près les mêmes savoir-faire,
la même capacité et les mêmes infrastructures. Donc, la production n'ira pas seulement au secteur de la pêche. Donc une industrie navale qui serait ouverte sur les besoins nationaux. Notamment et ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que nous les avons recensés pendant des semaines sur l'ensemble des secteurs. Et quels sont ces besoins justement? Vous avez une idée aujourd'hui, c'est l'équivalent à peu près de plus de 3 milliards de dollars. Hein. D'accord. Si on compte l'ensemble des besoins, et avec transport de marchandises compris. Transport de marchandises, pilotis pour les ports, les barges, tout un ensemble aussi de flottilles qui peut aussi intervenir, par exemple, sur un certain nombre de... On a même comptabilisé pour la maintenance de câbles en mer pour le Wi-Fi. Donc les câbles optiques. Donc voilà, on a des besoins aujourd'hui qui peuvent constituer une demande effective. Voilà, et il faut pouvoir la capter. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est ce grand projet Port-Centre. D'accord. Ce grand projet Port-Centre, qui est vraiment un grand projet stratégique et qui va attirer une grande flottille qui va venir du monde entier. Plutôt dans une logique, bien sûr, de transport et de logistique. Mais voilà, un bateau, quand il vient, c'est vrai qu'il débarque ses conteneurs, mais il faut faire de la maintenance, de la réparation, il faut faire de la logistique, il faut lui donner du fuel. Ah ouais. Donc tout ça, c'est un marché qu'il faut capter et qu'on pense intéressant. Donc voilà, ça peut être utile pour tout le monde et particulièrement pour la pêche et aussi l'aquaculture, parce que l'aquaculture en mer exige des bateaux pour aller chercher ce poisson. Très bien. Alors, comment s'est répercuté justement ce manque d'infrastructures pour les chantiers navals qui existent sur la pêche? Est-ce qu'on le ressent? On sent que, par exemple, on ne peut pas aller au-delà d'un certain... Alors, il y a à la fois ces aspects positifs... Ça nous a empêché d'aller faire de la pêche en haute mer, par exemple. Il y a à la fois ces aspects positifs, mais il y a aussi ces limites. Ces limites de chantier en termes de qualité, en termes de matériaux, en termes même d'approvisionnement, des pièces, des éléments qui les composent. Il y a aussi la formation, parce que nous avons fait, dans le cadre de la préparation de la visioconférence qu'on fait demain sur ces deux programmes, nous avons aussi organisé des ateliers au niveau local où on a recensé l'ensemble des contraintes. On a recensé aussi les facilitations que les porteurs de projets attendaient. Et là, on peut déjà remarquer, parce que nous avons cette base de données, que voilà, il y a beaucoup de travail à faire en termes de normes, de cahiers des charges, de formation, de qualification, aussi de disponibilité d'infrastructures adéquates, d'espace et de savoir-faire et de compétences. En plus des contraintes habituelles que rencontre n'importe quel investissement en Algérie, pour le secteur de la pêche, est-ce qu'il y a d'autres contraintes spécifiques justement Il y a quelques contraintes spécifiques qui sont liées avant tout, les infrastructures portuaires sont réduites. Donc le terre-plein, c'est toujours une ressource très rare. Donc voilà, on ne peut pas disposer toujours de tout l'espace concerné. Il y a aussi cette rareté qui est dans l'étalement de la côte qui est très longue donc, et qui demande qu'on puisse mettre ses capacités de manière cohérente, au moins réfléchir en pôle, avoir un pôle est, ouest et centre. Donc pour que le bateau qui travaille Firazawet n'aille pas à Naba ou ne vient pas ici pour faire sa maintenance ou c'est avec des moyens de levage adéquats et une capacité adéquate. Ça veut dire il faut avoir quelque chose qui est relativement cohérent et qui facilite les choses aux professionnels. D'accord. Pour votre secteur, pour le secteur de la pêche, augmenter les capacités de production et de maintenance va permettre aussi d'augmenter, j'imagine, la production et d'aller peut-être vers des lieux où on n'arrive pas forcément à être présent. C'est un peu le challenge qu'on se donne.
C'est parce que nous avons pu peut-être évaluer que malgré l'ensemble des efforts qui ont été faits au cours de ces 50 dernières années, la pêche a continué à se concentrer sur une bande qui ne va pas au-delà des 6 ou 7 miles. Donc ça veut dire 12 km ou 13 km, voilà, de manière précise. Alors que nous avons d'autres espaces maritimes. Bon, c'est vrai que notre plateau, ce qu'on appelle le plateau, est relativement réduit, au sens production localisée de poissons, mais il y a ce qu'on peut appeler notre propre large, qui va très loin avec la zone de pêche réservée. Si je prends que la zone de pêche réservée, ça va jusqu'à 60 km. Donc il y a cette bande où on peut exploiter un certain nombre de ressources migratrices comme le thon, la bonite, le calamar, tout un ensemble d'espèces qui peuvent, l'espadon, qui elles sont des espèces plutôt migratrices. Ça veut dire elles ne sont pas localisées et elles demandent des moyens type palangrier, type voilà, pour pouvoir être pêchées. Et ce qui nous permettrait de valoriser déjà cette partie, nous sommes en train de travailler, y compris sur l'évaluation de cette ressource, pour la mesurer et qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais on a aussi en Méditerranée des zones internationales de pêche, comme celle qui est du côté de Annaba, au-dessus de la Tunisie, qui est une zone internationale où nous pouvons aller pêcher. Et là, les espèces sont très variées, crevettes blanches, tout un ensemble. Même aller au-delà, en signant des conventions avec d'autres pays. Ah oui, et là, c'est l'ambition aussi d'aller dans d'autres zones. J'étais en train de regarder tout à l'heure la base de données avant de venir. On a, dans le recensement qu'on vient de faire des intentions de projet, on a beaucoup de propositions d'opérateurs qui veulent aller en Mauritanie, au Sénégal, aux îles Comores, au Soudan, au Djibouti. Bon, maintenant c'est peut-être encore au stade des intentions, on n'a pas encore eu demain on discutera plus en détail avec eux. Mais voilà, ça nous donne une visibilité sur des possibilités aussi, demain d'aller et de fournir le marché national à travers d'autres zones maritimes. Justement, vous avez une rencontre demain pour essayer justement de collecter un maximum d'informations sur les intentions d'investissement avec les opérateurs, et ils sont nombreux. Ils sont assez nombreux, hein. Je pense qu'on est à plus de 140 pour la pêche au large et on est autour de 70 pour la construction navale. Parce que c'était important pour nous que nous puissions avoir bien sûr ces intentions de projet avec des éléments qui sont précis, hein, parce que nous avons numérisé la base de données, les gens ne se sont pas déplacés, hein. C'est-à-dire parce qu'on sait qu'on travaille un peu dans des conditions, hein, on ne veut pas en même temps les mettre en difficulté. Donc ce qui est important pour nous, c'est déjà qu'ils expriment ces intentions de projet et que nous puissions savoir quoi accompagner. Bien sûr, ces intentions s'adressent avant tout à des professionnels qui ont l'expérience, qui ont les moyens, qui ont les ressources et qui demain peuvent aussi avoir des partenaires qui peuvent leur permettre de développer ce type de projet. Combien de participants ont confirmé leur présence demain? On est, je pense, déjà autour de 350, mais ça augmente très bien. De manière régulière. Mais c'est important d'avoir aussi cet écosystème autour il y aura des experts, il y aura des bureaux d'architecture navale, il y aura, parce qu'il faut construire, il y aura des offreurs de formation, il faut construire tout un nouveau écosystème, parce que la pêche au large, c'est avant tout une activité d'élite. Élite pas au sens... je pense, péjoratif. C'est une activité qui demande beaucoup de moyens, un savoir-faire différent. Mais ça attire quand même les investissements. Et c'est presque un défi, un nouveau challenge pour tout le monde.
Le fait que ça attire beaucoup d'investisseurs, ça veut dire que dans le secteur de la pêche, c'est très rentable sur le Oui, moyen certainement, terme. on va essayer de garder quand même ces éléments de rentabilité, mais en même temps, nous, ce qui nous importe, c'est aussi que le projet soit rentable pour l'opérateur, mais qu'on en tire des bénéfices pour l'économie nationale. Donc la première, c'est d'approvisionner le marché et de rendre encore l'offre plus importante et plus fluide, parce qu'on a encore ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, et en ne comptant que la demande supplémentaire qui va venir par effet mécanique de la démographie. Hein. On ne parle pas juste du déficit actuel. Le deuxième attendu bénéfice qu'on attend, c'est que ces projets soient aussi intègrent des ressources locales, développent des métiers, développent des nouveaux métiers. Parce que dans un bateau, vous avez de l'électronique, de la mécanique, de la soudure, de la charpente, de la peinture. Un tissu de sous-traitance. Voilà. Un tissu de sous-traitance. Vous avez de l'usinage de pièces. Vous avez tout un ensemble d'éléments. Bon, sur les grands bateaux, c'est à peu près 30 000 pièces. C'est énorme. Mais c'est des dizaines de métiers que vous pouvez organiser à l'amont. Et on a déjà commencé à le faire avec la formation professionnelle. Ça veut dire qu'on a déjà identifié 3 centres de formation professionnelle, au moins les premiers Est ou Est-Centre, pour pouvoir absorber et demain former une main-d'œuvre sur ces main-d'œuvre qualifiée dans ces différents domaines et qui peut permettre aussi des transferts de technologie, une maîtrise technologique sur des nouveaux matériaux. La soudure sur aluminium ou la soudure marine est un domaine qui est intéressant, et qui est intéressant à la fois pour la pêche, mais il n'est pas intéressant que pour la pêche. Parce qu'aujourd'hui, souder en mer, ça veut dire c'est être capable aussi d'intervenir sur une usine de dessalement d'eau de mer sur sa prise d'eau. Ou des pipelines. Voilà, ou des pipelines, ou des... voilà, c'est des spécialités qui sont très rares, mais qui sont aussi importantes à développer. Donc il y a le volet formation qui va assister bien sûr à cette mutation, cette mise à niveau du secteur, mais il y a également le partenariat. Quel sera l'apport du partenariat? Vous comptez sur quel type de partenariat, notamment étranger? Le partenariat étranger, on compte que les opérateurs, parce que nous, bien sûr, l'appel à intention de projet s'adresse aux opérateurs nationaux, aux professionnels, à nos professionnels qui ont déjà eu une expérience avérée dans la pêche au large ces dernières années. Ça s'adresse aussi aux chantiers navals qui existent et qui veulent se développer. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà cette expérience. Et on compte beaucoup pour qu'eux aussi puissent développer leurs projets avec des partenaires de haut niveau, au niveau méditerranéen et même au niveau mondial. Parce que il y en a qui ont déjà des contacts, qui ont déjà des propositions. Mais nous, le partenariat qu'on recherche, je pense, avant tout, en tant que régulateur public, c'est un partenariat qui va intégrer les ressources locales, un partenariat qui va faire du transfert de savoir-faire et technologie. Nous appelons ces partenaires à venir construire ici avec nous les bateaux. Et demain, même si certains d'entre eux, nous le savons, veulent aussi les construire ici et les vendre en exportation, pourquoi pas? Commençons déjà par nos besoins, maîtrisons tout ce processus, mettons en place la bonne organisation adéquate et nous pourrons certainement aussi aller les vendre ailleurs. On a aujourd'hui déjà des commandes de certains pays qui ont démarché des chantiers navals algériens pour des chalutiers ou ce qu'on peut appeler des petits métiers, mais c'est des embarcations qui sont plus ou moins grandes et qui ont des commandes de 30, 40, 50 bateaux. La démarche, elle est purement économique, c'est-à-dire vous comptez sur les avantages comparatifs qu'offre l'Algérie, les salaires bas, l'énergie aussi qui est à bas coût, pour faire de l'Algérie, pourquoi pas demain, un pays qui exporte grâce justement à ces avantages comparatifs, dans le sens on pourra demain compter comme acteur majeur, pourquoi pas, dans le domaine de... Oui, je pense qu'il faut avoir cette ambition. Il faut avoir cette ambition parce qu'il faut aller aujourd'hui
vers ce qu'on peut appeler des activités qu'on n'a pas complètement explorées ou qu'on a explorées de manière timide. On a besoin aujourd'hui de développer des activités, je dirais, entre parenthèses, non conventionnelles. Des choses qu'on n'a pas naturellement et qui sont un besoin important. Nous avons la mer pour nous est aujourd'hui un élément clé de l'économie de demain. Donc tout cet investissement qu'on fera dans l'industrie navale et dans la construction, ne le perdons pas parce que nous allons aussi le valoriser pour l'eau, pour l'énergie, et nous allons aller chercher de l'énergie aussi en mer. Si on veut aller chercher de l'énergie en mer, il faut avoir des bateaux pour y aller. Si on veut gérer des fibres optiques, il faut avoir des bateaux pour y aller. Sinon, on est dépendant des autres. Donc, et si on arrive à le faire, on peut le faire aussi pour les autres après. Justement, donc il ne s'agit pas seulement de se contenter du marché local, mais on a vraiment les avantages comparatifs qui font qu'on peut être compétitif sur ce marché-là. Les avantages comparatifs, on les construit. D'accord. C'est un construit, c'est une volonté, c'est une ambition. Et au stade où on est, nous devons aller chercher de la croissance. Il faut aller chercher non pas que de la croissance facile, parce que la croissance facile est de plus en plus, j'allais dire, difficile. C'est-à-dire il n'y a plus de ressources faciles, il n'y a plus d'activités faciles. Je construis mes avantages comparatifs. Je peux avoir un appui au départ de commandes publiques ou de besoins publics ou privés avérés. Mais après, voilà, c'est le marché, c'est mes compétences, c'est mes partenaires. Et je vous ai dit, cette industrie navale, elle peut diffuser dans un tissu de PME avec des métiers différents. Bien sûr, il faut le construire de manière raisonnée, progressive, ne pas aller dans des choses qui ne sont pas encore mûres. Mais voilà, nous avons la stratégie, nous déroulons. Et ces projets commencent à émerger, on les accompagnera. C'est pour ça que c'est un élément important pour le programme, surtout après le passage en Conseil des ministres, où il y a eu une insistance pour accélérer le processus autour de ces questions d'industrie navale et de pêche au large. Très bien. Vous insistez à chacune de vos sorties d'inspection ou de travail sur la nécessité d'inclure les jeunes demandeurs d'emploi, les porteurs de projets dans la stratégie de relance du secteur de la pêche. Vous espérez créer combien d'emplois et de PME sur le moyen terme? On peut donner un chiffre, mais je pense que aujourd'hui, c'est avant tout une logique de créer des activités qui ont un pendant économique. D'accord. On peut donner un chiffre, mais qui en fait est une référence. Nous, on est parti en 2024 sur à peu près 30 000 nouveaux emplois 30 000. Qui à l'intérieur sont créés par des activités d'industrie, de services, de distribution et des activités de production à l'amont. Mais ces 30 000 nouveaux emplois, c'est avant tout préserver les 100 000 qu'il y a déjà. Donc il faut pouvoir bien sûr préserver ces emplois et ces familles qui vivent déjà des activités existantes et mettre les ponts pour que ces 30 000 nouveaux trouvent dans l'aquaculture, dans la construction navale, dans les industries navales, dans les services au port, dans la distribution aussi et la commercialisation, des nouvelles opportunités d'emploi. Il faut qu'on arrive à faire tourner la valeur à l'intérieur. Plus elle tourne dans notre économie, et plus on crée l'espace nécessaire pour que des emplois émergent, des entreprises émergent. Je pense que c'est très important. C'est ce qu'on peut appeler une logique de croissance endogène. Hein. Les économistes appellent ça de la croissance endogène, mais qui en même temps cet élément aussi d'utiliser des ressources locales, de favoriser. Nous donnerons la priorité à ceux qui utilisent les ressources locales, qui créent de l'emploi, qui transfèrent des technologies, qui font travailler des réseaux de sous-traitance, parce que nous n'avons plus peut-être la possibilité d'être que sur
une importation de matières premières ou d'équipements. Donc tout ce qu'on pourra fabriquer. Et je peux vous dire qu'on peut fabriquer beaucoup de choses. Ça veut dire à chaque fois qu'on gratte, on est parti par exemple pour l'aquaculture, je sais que vous allez me poser la question, certainement. Mais voilà, il a suffi qu'on ait un opérateur privé qui a fait une petite opération de fabrication de cages ici et qui l'a fait à Djidjel. On a eu cette information mais qui n'était pas très précise. Et après, à Oran, on s'est rendu compte qu'il y avait un opérateur qui avait utilisé des matériaux algériens venant de l'industrie algérienne. Donc, et maintenant, on est en train de construire pratiquement un cluster autour de ça avec des architectes, avec des aquaculteurs, avec des opérateurs. Et je pense que voilà, on aura notre première cage construite ici à moitié prix. Très bien. À moitié prix. J'espère au premier trimestre. Pour ne pas donner une date, ça veut dire qui est trop limitée. Mais voilà, il suffit. Et ça vient, c'est un exemple. Ça vient de l'économie, ça vient du marché, ça vient du comportement des acteurs. Parce que quelqu'un s'est posé la question, est-ce que je pouvais utiliser des ressources locales, du plastique ou du polypropylène local, parce que c'est des tubes qu'on fabrique pour le gaz, qu'on fabrique pour tout un ensemble d'utilisations. Les industriels sont là, ils ont les moules, ils ont les équipements, ils ont les machines. Mais voilà, on a le réflexe de se dire je vais importer ça et ça coûte 2 fois plus cher. Donc la personne qui a fait ce travail, avec le même montant, au lieu d'installer 2 cages, il en a installé 4. Et ça ouvre la voie justement à d'autres perspectives. C'est pour ça que je pense aussi qu'on doit avoir ce regard permanent sur la créativité des opérateurs. Sur leur agilité à trouver des solutions. C'est vrai que parfois ils sont sous contrainte, mais cette contrainte de manque de ressources, de liquidité, les amène à chercher des alternatives créatives et ne pas nous-mêmes nous enfermer dans des cahiers des charges. On est en train de préparer un cahier des charges pour les cages algériennes avec normes algériennes. Très bien. C'est même pour l'importation, vous pouvez... Voilà. Et on veut fabriquer les cages, on veut fabriquer les bateaux, on veut fabriquer les filets, on veut fabriquer les aliments. Et si on arrive à créer ces grappes d'opérateurs qui parfois sont là, hein, ils se sont pas mis ensemble. Hein. Ils sont individualisés, ils n'ont pas de chef d'orchestre. Ils n'ont pas de commande donneur d'ordre. Vous comptez jouer ce rôle-là, justement? Ah oui, ça c'est clair. Ce rôle-là, justement, à travers... C'est clair, parce qu'il faut qu'on arrive... Qui est prévu demain, d'autres rencontres, j'imagine. Il faut qu'on arrive à ce que dans la même foulée de produire un aliment et de le ramener à une assiette de consommateur, il faut qu'on arrive à créer de l'emploi derrière. Il faut qu'on arrive à nourrir des familles, il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette valeur qu'on apporte à l'aval, elle a créé autant d'effets sur l'amont. Et ça relève aussi de la sécurité alimentaire du pays. Ah, bien sûr. Très bien. Donc vous avez parlé de l'aquaculture et vous avez dévoilé des chiffres étonnants, plus de 45% de progression en 2020, avec des chiffres encore plus impressionnants à l'horizon 2040 pour atteindre les 40 000 tonnes. Alors l'aquaculture, est-ce l'avenir de votre secteur? Tout est l'avenir. Des fois, je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné quand on me pose la question en me disant, voilà, ça c'est l'avenir. Donc ça veut dire que ceux qui sont déjà là, c'est pas l'avenir. Pour moi, tout est l'avenir. Il y a du potentiel partout. Voilà, il y a du potentiel partout, même chez les petits pêcheurs artisans qui peuvent améliorer leurs revenus et qui peuvent mettre un label sur leurs produits et le mettre à la disposition du consommateur. Qui peut l'acheter en ligne sur un site web. Ça veut dire que
c'est juste pour éviter que je sois mal compris, y compris par mes propres cibles. Tout a de l'avenir. Maintenant, il y a des nouvelles sources qu'il faut développer, sans pour autant se désister ou négliger les autres voilà. ressources. Ouais. Donc, et le potentiel en aquaculture est aujourd'hui aussi important en mer que aussi à terre. Justement, c'est l'avantage de l'aquaculture. Et l'aquaculture peut nous apporter, comme dans beaucoup de pays, parce que nous faisons pas exception. Hein. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que nous qui pensons à l'aquaculture. Tous les pays sont dans cette... pratiquement tous les pays, il y en a qui arrivent à le faire et il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Mais voilà, les ressources marines conventionnelles sont tous un peu en baisse un peu partout. Donc c'est pour ça qu'on va vers d'autres sources mais qui viennent les compléter. Pas les éliminer, ils viennent les compléter. Et le chiffre de 40 000 tonnes, je peux vous dire qu'on a travaillé dessus et qu'on a été très prudent. C'est-à-dire, j'ai demandé 3 ou 4 fois à mes collaborateurs de vérifier si on n'était pas trop ambitieux. Mais il y a des chances d'arriver peut-être... Voilà, ils ont choisi quelque chose qui à peu près peut se faire dans des conditions idéales. Bien sûr, ça suppose qu'on ait un environnement idéal, idéal, entre parenthèses, normal, hein, comme on dit, normal. Hein. Ça veut dire qu'on ait des ports bien gérés, qu'on ait un système de commercialisation qui soit aux normes, qu'on ait aussi quelques soutiens aux aquaculteurs, à l'investissement et qu'on les encourage, parce que c'est quand même une activité très risquée. Voilà, et qu'on ait un environnement stable, une politique qui se met en place, mais de manière continue. Si on fait tout ça avec de la bonne formation et des gens solides et qui sont des vrais professionnels, on y arrivera certainement. D'accord. Il y a tout ce programme ambitieux, que ce soit pour la fabrication, la construction navale, la maintenance, aller vers la diversification des ressources à travers l'aquaculture. Mais tout ce travail-là requiert quand même à un moment donné une mise à niveau des ports qui oui, doit ça être agrandie. Une mise à niveau de tout. Aller vers la construction de nouveaux ports. Une mise à niveau de tout. Parce que il faut être conscient que quand on va vers la grande industrie navale, quand on va vers de nouvelles sources, quand on a l'ambition de préserver la pêche artisanale et la pêche côtière, on est obligé de tout changer. Mais quelle est la situation des ports de pêche aujourd'hui? La situation des ports de pêche, on est en train de faire un effort. On a lancé un plan de relance, aujourd'hui, des ports de pêche, notamment à travers la SGPP, la Société de gestion des ports de pêche. Parce qu'on est parti sur une stratégie à double temps. Un premier temps, je relance les investissements, les plans d'amarrage, l'organisation du port, les moyens de levage, les moyens de maintenance. Je fais ce qui est à faire, mais de manière concrète. Et de l'autre côté, nous avons aujourd'hui l'orientation aussi d'apporter des changements dans la gestion des ports et le pilotage de la gestion des ports. Donc il y aura du nouveau. Je pense que ça aussi c'est une orientation importante. Il faut que nous puissions, en tant que ministère de la Pêche, il faut que nous puissions avoir les moyens d'orchestrer l'ensemble de la chaîne de valeur. De la mer jusqu'à la zone d'activité où se fabrique le petit boulon. Pas au sens, je dirais, planification centralisée, mais au sens de facilitateur, au sens d'organisateur de ces fonctions. C'est pour ça que nous devons avoir la main sur la gestion des ports de pêche. J'imagine que les pêcheurs également sont au cœur de vos stratégies de développement. Ils ont plusieurs demandes. Hein. Il y a ce que vous avez fait récemment, vous avez installé une commission de travail pour qu'ils soient munis de sécurité sociale. Ils font un métier dangereux. Il y a aussi la formation. Ils demandent aussi peut-être des facilitations sur le plan fiscal. Qu'est-ce que vous leur promettez? Les pêcheurs, c'est le cœur du système. Qu'ils soient pêcheurs je dirais, de pêche côtière ou de pêche artisanale ou demain pêcheurs au large. Et même moi, je l'ai toujours espéré, aussi pour certains d'entre eux, aquaculteurs.
Ça veut dire des gens qui vont se reconvertir, et on a déjà des cas. Je veux dire des gens qui étaient dans la pêche qui se sont reconvertis dans l'aquaculture marine. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette connaissance de la mer, ils ont cette connaissance, je dirais, de ces métiers, et que c'est toujours plus facile pour eux que pour des gens qui viendraient d'autres activités. C'est le cœur du secteur. Si on perd les pêcheurs, on a tout perdu. Très bien. Et même, je pense qu'il faut leur offrir un minimum de conditions socio-professionnelles, un appui permanent en matière de formation, être assez réactif sur à la fois aussi des contraintes qu'ils vivent, et faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes se projeter en avenir dans ces activités. S'ils ne se projettent pas, il n'y aura pas d'avenir. Ce n'est pas les infrastructures qui vont faire l'avenir de ce type d'activité. Il faut en faire un métier attrayant, notamment pour les jeunes. Il faut faire un métier. Et il y a beaucoup de jeunes. Ça veut dire, si vous regardez la moyenne d'âge, 60 à 70% de ce qu'on peut appeler pêcheurs, parce que quand les marins, quand il y a plusieurs catégories. Hein. Donc, le Bahriya, il y en a, ils ont tous des moyennes d'âge de 30 ans, entre 30 ans et 40 ans, et même avant. Donc ces jeunes, on annoncera la semaine prochaine, hein, on annoncera un certain nombre de mesures. D'accord. Au profit des pêcheurs. Au profit des pêcheurs. En plus, celle de la sécurité sociale, je pense qu'elle est déjà sur le terrain, avec ce que nous pouvons et dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais en même temps, nous annoncerons des mesures la semaine prochaine, à travers le Conseil national de la Chambre de la pêche. Je ne vais pas beaucoup anticiper, mais il y aura des choses sur la formation, parce qu'il y avait une demande très forte pour les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas de niveau. Sur le plan fiscal, peut-être? Attendez, on a déjà des demandes qu'on a priorisées. D'accord. Et quelles sont justement ces priorités auxquelles vous comptez répondre? Quelles sont ces priorités? C'est essentiellement autour de la formation, pour que ces gens qui n'ont pas de niveau puissent intégrer ces métiers. C'est aussi l'accès à le règlement d'un certain nombre de questions qui se posaient, comme la motorisation des bateaux, la réhabilitation. Donc voilà, on sera peut-être plus précis à cette occasion, parce que je m'adresserai directement à eux. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'essayer de faciliter, y compris les équipements sensibles. Parfois, ces difficultés. Là, on a quand même aussi, de la part d'un certain nombre de secteurs qui gèrent ça, toutes les facilités pour qu'on puisse faire que ces métiers s'exercent avec le moins de bureaucratie possible, avec le moins d'entraves possible, et qui se fassent dans des contextes qui sont intéressants et qui sont productifs pour eux. Il y a ce qui dépend de votre secteur, il y a aussi d'autres aspects qui dépendent d'autres secteurs ministériels. Ah oui, il y a d'autres, mais voilà, jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mes collègues sont tout à fait réceptifs, que ce soit ceux de la formation professionnelle, mon collègue de l'emploi et aussi de la sécurité sociale. Tous ceux qu'on a sollicités sont toujours prêts à justement travailler avec nous, et ce travail est très important. C'est le rôle du ministère de la Pêche, d'aller chercher, j'allais dire, pêcher avec les autres, des facilitations, une meilleure compréhension de ces métiers et un accompagnement qui les cible mieux. Très bien. Il y a un travail qui est fait également avec le ministère du Commerce pour un peu organiser l'activité commerciale pour les ressources de la pêche. C'est important parce que souvent on est questionné sur les questions de commercialisation. Nous-mêmes, nous contribuons à ce type de segment. Si nous organisons bien, parce qu'il y a plusieurs phases, il y a le débarquement de la production qui se fait dans les ports. Je pense que si c'est bien organisé, ça apportera aussi de la traçabilité, de la qualité, des prix plus transparents. Même si après il y a d'autres phases, mais il faut travailler dans ce sens. Hein. Il faut pouvoir aussi faire, il ne faut pas oublier
que la valeur, elle doit revenir aussi en priorité aux producteurs pour qu'ils puissent réinvestir. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Si on n'arrive pas à avoir une formation des prix qui est à la faveur de celui qui investit, de celui qui produit, de celui qui va aller chercher ce poisson, le métier sera déserté. qui dépense du gasoil, qui dépense des salaires, qui paye la sécurité sociale, qui paye son poste d'accostage. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il vend tous les jours son bateau et au bout de 2 ans, il ne peut pas le renouveler. Parce qu'il n'a pas l'impression, lui, de vendre un produit, mais dans le produit, il vend un bout de son bateau. Il faut que la valeur arrive à rémunérer aussi les producteurs, à les faire vivre, à faire en sorte qu'ils payent leur retraite. Parce que sinon, s'ils ne payent pas leur retraite, quand ils arriveront à l'âge de la retraite, ils se retrouveront dans une situation de fragilité économique. De précarité. Oui. Voilà, tout ça doit être construit dans l'équilibre, en essayant à la fois d'équilibrer entre ses nécessités en termes d'investissement, et de préservation des pêcheurs, des producteurs, même des opérateurs. Demain, si vous allez au large, vous êtes obligé que votre projet soit rentable. Parce qu'après, vous rembourserez vos crédits, ou même en autofinancement, vous aurez à rembourser ces frais que vous avez engagés, même sur vos propres fonds. Donc on est dans une logique économique, on n'est pas dans une logique, ça veut dire qui se voudrait avant tout volontariste, sans calcul économique. Très bien, et ce sera votre mot de fin, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons au terme. Premièrement, c'était trop rapide. C'était trop rapide par rapport à ce qu'on avait pensé. Ouais. Mais voilà, moi, je pense que... Vous aurez l'occasion de revenir une autre fois également. Vous serez toujours là. Inch'Allah, on pourra peut-être aller plus dans le détail. Effectivement. Mais voilà, nous, notre rôle, notre mission, c'est d'ouvrir des alternatives avec les autres. C'est d'accompagner, bien sûr, ces processus. Et c'est peut-être même d'emmener nos opérateurs, nos experts, nos collaborateurs vers de nouveaux gisements, tout en préservant ce que nous avons, tout en continuant à améliorer ce que nous avons. Voilà, donc c'est dans cette stratégie qu'on s'inscrit. Moi, je suis très confiant du travail que nous faisons. Bien sûr, il y a certainement des limites, mais nous nous améliorons au fur et à mesure tous, parce que c'est un écosystème complet. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et bonne continuation avec le reste des programmes de Canal Algérie.